La présentation portera sur les nouvelles représentations du territoire et la data visualisation. Et on commencera avec une définition extrêmement rapide, évidemment synthétique, de la notion de territoire, ensuite celle de représentation, pour voir les croisements qui ont été faits et comment cela a donné lieu non seulement à des nouvelles formes de territoire, mais à une nouvelle forme de connaissance sur le territoire, mais même de connaissance tout court. Alors, en ce qui concerne le territoire, le terme est extrêmement polysémique et il renvoie à beaucoup de significations qui dépendent des époques et des disciplines. Par contre, on peut dire que une des définitions classiques est celle des géographes Pierre-Georges et Fernand Verger, qui définissent donc le territoire comme un espace géographique qualifié par une appartenance juridique, une particularité naturelle et une particularité culturelle, c'est-à-dire qu'on retrouve ensemble à la fois l'aspect euh, juridique au sens politique, ensuite celui de la géographie physique et enfin celui de la culture. Cela permet déjà de comprendre que le terme est complexe. En effet, ça veut dire une délimitation de la Terre. Et depuis plusieurs années, mais surtout depuis les années 80, il a fait l'objet d'une vraie définition nouvelle de sa portée. Et effectivement, il y a eu deux définitions qui se sont affrontées quelque part. La première est celle du géographe américain Sack, qui dit que le territoire est une portion de l'espace délimitée pour exercer un pouvoir, et donc il relie la notion de territorialité avec le contrôle des humains, et la définition de Raffestine donne son livre pour une géographie du pouvoir qui a été publié en 1980, qui essaye d'élargir et d'y ajouter une dimension relationnelle par rapport à ce qui se passe sur le territoire. Et ça sera par exemple cette définition qui va être reprise par Guy Dimeo, qui parle carrément du territoire comme du lieu où il y a des projets collectifs. Ensuite, il y a évidemment d'autres définitions. Le territoire peut être effectivement plutôt assimilé en biologie à ce qu'on appellerait par exemple le milieu. On peut aussi parler de l'espace entendu comme le lieu de l'identité de la représentation. Ça, par exemple, c'est l'article de Pierre Bourdieu. Et il faut noter que cette caractéristique complexe du territoire existe même dans d'autres cultures, notamment celle anglo-saxonne, bien que le terme ne soit pas utilisé de la même manière. C'est-à-dire que territory est peu utilisé et par contre, on parle effectivement de place, espace et paysage, tout en sachant que quand on fait de la représentation effectivement de territoire, on a toujours devant nous des choses qui mélangent une dimension physique et plusieurs multiples dimensions théoriques qu'il donc représenter. Et c'est bien l'enjeu
qui se sont fixés les cartes depuis très longtemps. Celle-ci est une carte de la Renaissance, mais qui représente encore l'univers de Ptolémée, c'est-à-dire un monde qui avait largement disparu à la Renaissance. On savait, avec les découvertes géographiques, que la Terre n'était pas plate, qu'il y avait d'autres continents, mais quelque part, on continue à représenter pour des raisons politiques la surface du monde comme celle limitée au monde ancien. C'est-à-dire qu'on donne une connaissance qui ne correspond pas peut-être à la réalité, mais qui a un autre usage. Donc effectivement, les représentations de territoire sont toujours à interpréter quelque part. La relation de la représentation du territoire et les outils de représentation est tout à fait fondamentale parce que on a une précision de plus en plus grande, donc on pourrait croire quelque part que l'image soit effectivement réaliste. Par exemple, ici, une image satellite qu'on sait reconnaître. Mais voilà, puisque je dis qu'on la reconnaît, c'est qu'on a l'habitude d'un code. Malgré tout, on sait que des choses représentent effectivement la végétation, d'autres plutôt les sols, c'est-à-dire notre œil a pris l'habitude à certaines formes de représentation. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout à fait l'habitude de voir une représentation comme celle-là, dans laquelle, d'un seul coup d'œil, la représentation, on va dire, géographique comporte une information chronologique, des informations quantitatives et puis des informations aussi qualitatives qui sont représentées plutôt par des diagrammes. C'est-à-dire au fur et à mesure, on a pris l'habitude de voir des choses de plus en plus complexes. Mais en réalité, tout cela se construit par étapes et ça passe aussi par une manière nouvelle d'entendre la représentation. Parce que le terme représentation, il faut le comment dire, apprendre à le concevoir dans toute sa complexité. Donc, il y a dans ce terme représentation, auquel il faut, j'insiste, prêter vraiment une très très grande attention quand on met des images dans un travail. Il ne faut jamais imaginer que voilà, qu'on met une illustration et qu'elle reste là. Elle a toujours un sens. Donc, parmi les sens possibles, il y a donc la définition, on va dire, la plus simple, qui est l'action de rendre quelque chose ou quelqu'un présent sous la forme d'un substitut ou en recourant à un artifice. C'est-à-dire que finalement, l'image est une forme qui peut permettre effectivement de donner corps à quelque chose qui a été ou décrite ou imaginée. Dans ce sens, il y a une vraie capacité de formalisation qui nous permet tout de suite, quelque part, d'adhérer à ce que l'on voit. Ensuite, un autre sens, c'est le fait d'être une reproduction de choses. La représentation est ce qui représente en lui-même. Par exemple, ça peut être le dessin, effectivement, ça peut être une représentation avec une sculpture, hein, donc c'est aussi le support lui-même. Le troisième terme qui rentre en jeu est le contenu, c'est-à-dire quand on représente, ça veut dire qu'on voit à l'intérieur, au-delà de la forme et de l'outil de représentation, il y a un contenu. Par exemple, c'est ce qu'on a vu dans la carte précédente, il y avait au moins ces trois codes qui étaient tous extrêmement lisibles. Et donc,
quand on fait une représentation du territoire qui porte des choses, il faut avoir cette capacité à jouer sur les différents niveaux. Encore deux petites choses, la représentation est aussi une convention qui permet de comprendre comment il faut lire l'image. Et ça, on le voit plutôt dans les représentations dites de data visualisation, où on va le voir à la fin, on met en place des systèmes qui permettent de saisir à travers différents processus cognitifs qui ne sont pas ceux de la reconnaissance classique. Et puis bon, la représentation, au moins pour s'en rappeler, parce que là aussi, ça croise le domaine du territoire. La représentation est un terme qui est utilisé en politique. La théorie de la représentation, c'est ce qui permet à une personne de représenter le peuple. Et puis, dans la théorie de la connaissance, la représentation a une double acception, une qui est théâtrale et puis une qui est plutôt tournée vers l'intérieur. Et donc, toute connaissance est à la fois une forme de mise en scène et puis de validation intérieure. Donc, ce terme a une énorme portée et en réalité, une représentation est toujours quelque chose qui met en éveil notre conscience. Et du coup, par exemple, pour voir comment on dépasse le territoire lui-même pour découvrir plutôt les territoires avec les représentations, ce schéma dans lequel le graphiste a voulu représenter les différentes formes de théorie de la connaissance au pluriel éveillée par la conscience. Donc effectivement, il y a des consciences rationnelles, il y a des consciences plutôt d'ordre religieux. C'est la troisième sur la ligne, sur la première ligne, c'est la troisième image à partir de gauche. Donc on peut simplement par une image, en donnant un code de lecture, on peut transmettre des choses extrêmement complexes. Et du coup, c'est là-dedans où on va dire les nouveaux territoires de la représentation se sont lancés. Mais cette histoire n'est pas simplement une histoire ancienne, car quand on regarde déjà, on va dire au XVIIe, XVIIIe siècle, avec des formes de reconnaissance qui passent notamment par les mathématiques, parce qu'on parle beaucoup effectivement du système géométrique qui est mis en place à la Renaissance, mais il y a aussi avec le système géométrique une forme de reconnaissance mathématique. Et à partir de là, il y a un besoin de dire d'une manière précise. Donc, il y a des instruments qui permettent de mesurer à travers le chiffre, de donner lieu à des nouvelles représentations qui permettent de changer au fur et à mesure la connaissance qu'on a sur un sujet. Et du coup, c'est vrai que c'est un système de mesure qui est finalement rationaliste et qu'au fur et à mesure sépare ce qui étaient les représentations où on racontait plus imagées des représentations qui se veulent plus scientifiques. Par exemple, sur les représentations scientifiques, il faut se faire référence aux premières volontés de représenter les données d'une manière visuelle. Et donc, effectivement, les premières tentatives sont faites au XVIIIe siècle et on a des formes qui rappellent un tout petit peu des représentations graphiques
qui ne sont pas vraiment, comment dire, complètement réalistes, mais on reconnaît les formes. Donc on sait qu'il y a quelque chose de quantitatif qui se transmet par certaines formes. Et sans doute la représentation la plus aboutie, c'est celle de William Playfair, qui est vraiment considéré comme le premier qui fait une représentation extrêmement nouvelle, donc dans laquelle on voit effectivement les progressions des, euh, comment dire, des prix, des revenus, voilà, et on voit pour les premières fois vraiment des formes de diagrammes où on utilise des coordonnées avec des chiffres et puis on donne des visualisations. Donc ça, c'est une première représentation formelle. D'autre part, il y a d'autres personnes qui tentent de offrir aussi des connaissances avec d'autres formes qui ne sont pas des formes, ce sont plutôt des indices, c'est-à-dire on mais simplement une indication qui peut être un nom, une, enfin des nombres, voilà, des chiffres, et on laisse plutôt saisir et faire les relations au lecteur. Et ces deux formes ont toujours cohabité, même si il faut reconnaître qu'aujourd'hui, reviennent, mais pendant longtemps ont été un tout petit peu oubliés. Et en effet, ils ont été oubliés parce que très rapidement, on se rend compte, et c'est là vraiment le moment où il y a une jonction entre toutes ces théories et réflexions sur la représentation qui n'est pas réaliste, mais qui passe par la mathématisation et sa rationalisation, et puis comment on peut la faire revenir dans des territoires. Et donc, avec tout ce mouvement, il y a la première peut-être grande représentation, qui est la carte de John Snow, dans laquelle les données épidémiologiques du choléra sont représentées sur une surface. Et du coup, on a immédiatement quelque chose qui est lisible et qui est une donnée statistique, une information qu'on donne à voir sur une carte. Et ça ajoute en effet un calque à cette connaissance de base du territoire qui était simplement les rues. Voilà, il y avait une description classique. Et là, on ajoute une information, c'est une couche. Et au fur et à mesure, au XIXe siècle, on met en place tout un système qui code de plus en plus, un encodage graphique qui passe surtout sur les aplats de surface et qui permet d'ajouter des connaissances. Et au fur et à mesure, on les stratifie, on les complexifie et on apprend à voir quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Là, aujourd'hui, nous, une carte comme celle-là, on imagine immédiatement à quoi ça peut correspondre, à quoi peuvent même correspondre les codes couleurs qui ont été utilisés, mais à l'époque, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, effectivement, il y a un apprentissage. En parallèle, comme je le disais, restent quand même d'autres manières de représenter et par exemple, il y a l'autre manière qui est celle effectivement de faire des diagrammes dans lesquels c'est un peu le contraire. Les données qui avaient été prises sur des territoires sont quelque part déterritorialisées et vont donner lieu à quelque chose de graphique qui permet tout de suite de saisir les relationnalités entre les informations. Et donc là, on le voit effectivement, c'est donc l'évolution des causes de mortalité de l'armée selon effectivement les mois de l'année. Voilà.
reprise par donc Florence Nightingale. Cette représentation, elle permet de croiser plusieurs informations. En effet, elle permet, même si elle est plus abstraite, elle permet de dire plusieurs choses. Et c'est certainement la raison pour laquelle elle a été très tôt associée à la connaissance euh, euh, complexe de l'écologie. Donc effectivement, quand Haeckel doit donner une définition de l'histoire de la création, il va s'appuyer sur une représentation diagrammatique qu'il va complexifier avec des ramifications pour essayer de donner à voir comment il y a une branche, une arborescence et ensuite des choses qui se terminent ou qui se continuent dans la complexité de celle qu'il appelle, parce que c'est lui qui a inventé le terme, l'écologie. Donc, pour revenir à une forme plus générale, comme je l'avais annoncé, ça veut dire que ces images portent plusieurs strates de signification. D'une part, il y a ce que l'on voit, la forme, par exemple une forme qui est accordée au territoire. Au même temps, on y ajoute une information qui porte sur le type de support. Ça peut être effectivement une couleur ou quelque chose qu'on ajoute, un trait particulier qu'on dessine, et de surcroît, il y a une information qui est donc quelque chose qui s'inscrit à l'intérieur de l'image et qui permet après d'établir des relations entre les différentes interprétations ou voilà les différentes informations qu'on a dans cette image. C'est-à-dire que quelque part, au fur et à mesure qu'on avance, on a vraiment une connaissance différente qui permet de changer effectivement ces trois axes que j'ai représentés là. Et en effet, les trois changements qui rendent possible aujourd'hui d'avoir cette interprétation complexe de ces représentations est un tournant linguistique, un tournant iconique et un tournant pictural qui ont eu lieu les trois à peu près du point de vue de la connaissance à peu près dans les années 60. Le tournant linguistique a été le fait surtout de la culture américaine. Il est porté par quelqu'un qui s'appelle Rorty, qui dit qu'effectivement l'histoire de la théorie se résume à une série d'évolutions et au fil de ces évolutions, il y a des nouveaux problèmes qui émergent. Et par exemple, en parlant plus spécifiquement des théories anciennes, il dit que, donc ça c'est Rorty, je cite Rorty, la philosophie antique et médiévale mettait les choses au centre de son épistémé. La philosophie telle qu'elle se développe au XVIIe, au XIXe siècle met en avant les idées. Et aujourd'hui, c'est avec les mots qu'on tâche d'éclairer la scène de la connaissance. Donc dire que c'est avec les mots, ça veut dire qu'effectivement on peut accorder à ce que l'on dit, donc à une modalité, à une relation qu'on essaye d'établir, une valeur plus importante que, on va dire, d'autres formes de connaissances. Et en parallèle avec ce tournant linguistique, il y a un tournant iconique qui s'est mis en place effectivement à peu près dans les mêmes années et qui permet de dire qu'en effet, il faut trouver les relations sous-jacentes dans chaque image. Parmi les grands théoriciens de ce courant, il y a Bohm. Et puis, tout ce courant s'inscrit aussi dans la théorie
que vous connaissez peut-être de Peirce, euh, qui fonde quelque part les études sur l'iconologie des images. L'autre tournant, le troisième, très rapidement, est celui pictorial et en effet, c'est peut-être le plus proche de ces représentations de territoire qu'on voit parce qu'il a été étudié par un théoricien qui s'appelle Mitchell aux États-Unis et en effet, il donne lieu à ce qu'on appelle les visual studies, qui sont un domaine d'études américain dans lequel on invente des nouvelles manières de représenter des connaissances en essayant de trouver une connexion entre données scientifiques et puis des formes plus artistiques. C'est tout un courant extrêmement important et qui effectivement est épanoui tout particulièrement dans les années 50, 60 et 70. On va le voir en relation avec l'outil numérique. Donc, pour résumer, s'il y a un sens à travailler sur ces nouvelles représentations, et si on le fait aujourd'hui, c'est parce qu'il y a toute une culture qui a été construite, qui permet de dire qu'avec ces nouvelles connaissances, on construit des nouveaux schèmes de référence et de reconnaissance, que quand on est face à des territoires, puisqu'il y a toujours d'autres informations, même plusieurs informations et des informations en relation, il faut apprendre à représenter les territoires comme des espaces chorématiques, pour reprendre Roger Brunet, c'est-à-dire des espaces dans lesquels il y a à la fois de la connaissance géographique, mais aussi des comportements et des usages, ce sont les chorèmes, et que à partir du moment où on essaye de représenter cette complexité, c'est par l'œil que on arrive à comprendre. Il y a une forme d'unité entre perception et conscience qui fait que quelque part, on voit l'image, on comprend l'information et ça fonctionne de cette manière. D'où l'importance de avoir à la fois une représentation qui soit claire et en même temps qu'elle soit fondée, c'est-à-dire qu'il ne s'agisse pas d'une représentation artistique qui est arbitraire, mais quelque chose qui puise dans la représentation artistique pour trouver une forme convaincante du point de vue perceptif, mais qui transmette une information qui soit correcte. Et donc, cette théorie, parce que là c'est une vraie théorie qui se met en place d'abord à la marge et ensuite elle devient vraiment centrale, ça devient vraiment un des domaines importants travaillés voilà, aujourd'hui, se met en place entre effectivement dans une relation de l'art et de la science. Et il faut quand même voir que l'arrivée des appareils de reproduction photographique, par exemple de ce qu'on voit au microscope, ça, par exemple, a eu ça a été fondamental pour la connaissance parce que ça a permis de voir, ça a été une forme de visualisation de choses qu'on ne savait même pas si elles existaient vraiment, si elles avaient réellement une forme. D'ailleurs, le terme visualisation est intéressant parce qu'il veut dire action de rendre visible un phénomène qui ne l'est pas. Et on le sait, quelque part, on accorde moins de crédit aux choses qu'on n'arrive pas à voir. Donc, ce moment où on arrive à voir est tout à fait intéressant parce que ça ouvre effectivement des nouvelles possibilités cognitives. Et en même temps, c'est intéressant parce que, comme je le disais, on va utiliser la représentation artistique d'une manière
non arbitraire, mais quand même, en utilisant, la capacité de ces représentations de parler tout de suite, comme par exemple au moment où on doit représenter le double hélice de l'ADN et effectivement, on le représente vraiment d'une manière très physique comme un double hélice, heu, ce qui est, en effet non réel, heu, c'est juste une idéalisation du mécanisme et pourtant c'est vraiment ce qui, tout de suite, permet de saisir. On sait qu'on est effectivement devant, heu, quelque chose qui fonctionne d'une certaine manière et puis au fur et à mesure, on intègre l'image, on la mémorise et ça va faire partie de notre patrimoine de choses reconnaissables et ce phénomène s'est stratifié depuis effectivement, presque un siècle maintenant et du coup, c'est vrai qu'on reconnaît immédiatement des choses, qui, on a construit un nouveau code dans lequel on arrive à se retrouver, à la condition d'être quand même rigoureux. Donc ceux qui ont donné effectivement plutôt les règles de, cette représentation et là on change, on passe effectivement de la représentation scientifique plutôt, aux autres personnes, qui, ont inventé les codes, graphiques de représentation. Donc, j'en citerai très rapidement 4. Il y en a plusieurs, mais eux ont à chaque fois marqué quelque chose de particulier. Le premier Brinton, c'est un Américain. Le deuxième est un Viennois, mathématicien. Ensuite, le troisième un Français et puis je finirai avec Tufte. Alors, Brinton, à la base fait des études, scientifiques, hein, et est très rapidement envoyé, par le service des statistiques américaines, pour effectivement dresser toute une série de, calculs et statistiques, sur, les densités d'habitants, voilà, les cultures, surtout l'économie, beaucoup, beaucoup l'économie. Il est missionné, par le gouvernement justement pour faire des statistiques économiques et publie un livre, donc en 1914, j'ai mis le titre, en haut, la méthode graphique, pour représenter des événements, voilà, et son ambition est celle de faire ces représentations, heu mathématiques, donc sans avoir jamais recours, aux chiffres. Parce qu'il trouvait que c'était quelque chose qui était très difficilement lisible pour des personnes qui n'étaient pas initiées. Et du coup, il va lui, qui n'a pas de formation de graphiste, faire des études sur comment rendre ça d'une manière graphique, quels sont par exemple les codes de visibilité là dans la page, lesquels marchent plus ou moins bien. Ensuite, il étudie, aussi le système de représentation à travers des formes simples. Par exemple, là, par rapport à la taille, effectivement, il superpose les sphères et c'est quelque chose qui est devenu complètement courant, c'est-à-dire même si ça se superpose et ça efface une partie du territoire, peu importe parce que ça donne une information qu'en plus nous, on reconnaît immédiatement. Et puis, il invente aussi d'autres systèmes, par exemple, le système des faisceaux, là où on voit que plusieurs faisceaux, à un moment donné, peuvent connaître un nœud de convergence et après ce nœud de convergence donner lieu à des choses radicalement différentes. Donc, c'est vraiment des formes, qui, vont permettre de représenter des choses complexes, des choses fluides, des dynamiques, et qui vont rester des vraies méthodes, qu'on continue à utiliser. La deuxième personne, c'est Otto Neurath. Donc Neurath, autrichien,
mathématicien en lien avec le cercle de Vienne et notamment avec Rudolf Carnap. Il fait partie de ce qu'on appelle le courant de l'empirisme logique. Et effectivement, c'est une théorie extrêmement complexe, mais qui va construire tous les codes de reconnaissance euh, sémiotique, c'est-à-dire ils ne sont plus la représentation souvent était, comme je l'ai dit, plutôt arbitraire. Là, eux, ils essayent de donner des codes qui rendent lisible encore plus que l'avait fait Brinton en essayant de complexifier. Et pour faire ça, il invente un langage graphique qui s'appelle l'isotope. L'isotope, c'est effectivement le principe d'avoir des données quantitatives ou d'informations pratiques au moyen d'icônes qui sont très facilement interprétables. C'est-à-dire que on est dans quelque chose qui est un mélange de une information indicielle et d'une information fondée sur le réel, comme par exemple ici on voit que ce sont des hommes, on imagine immédiatement qu'il s'agit de données démographiques sur les personnes. Quand on voit cette représentation, on se rend compte qu'il s'agit de données plutôt sur des éléments, enfin, il y a de tout, il y a de l'alimentation, voilà. Donc, il y a une association extrêmement simple qui est mise en place par ce langage. Et effectivement, même quand il l'applique au territoire, il arrive toujours à inventer quelque chose qui permet d'avoir l'encodage graphique classique de surface, plus une information liée à l'isotope. Donc voilà, ça, ce sont les grandes figures qui se mettent en place. En France, il y a aussi un code assez important, même très important, parce qu'en effet, il a vraiment donné le code qui a été utilisé par beaucoup de géographes. Donc c'est Jacques Bertin qui avait une culture extrêmement large, puisqu'il avait fait des études en sciences humaines, il était graphiste, il a travaillé avec Foucault, il a travaillé avec Roland Barthes, il a travaillé avec tous les grands représentants de la pensée structuraliste française, et à partir de ça, il met en place un système qui s'appelle la graphique et qui permet d'avoir d'une part des représentations iconiques des signes, ensuite d'avoir des variables et il met en place effectivement différents codes couleurs et en plus il superpose tout ça par des calques. Hop, qu'on voit dans cette image, et à partir de ça, il donne des représentations complexes sur les territoires qui permettent de croiser plusieurs informations. Donc la quatrième et dernière personne, c'est la plus contemporaine, Edward Tufte, qui est encore vivant, qui est encore en action, même qui a publié un livre assez récemment. Alors, le travail de Tufte, qui est un statisticien, c'est d'arriver quelque part à faire un tout petit peu la synthèse et par exemple ses ouvrages. Donc le premier, c'est celui-là, le premier qui a été publié en 1983, occupe une place vraiment à part au sein des réflexions actuelles parce que, en effet, il analyse divers ensembles de relations entre les pratiques de mise en forme des données et les spécificités des éléments graphiques, permettant de représenter visuellement des informations ou des concepts. Et du coup, il met en place une école
dans laquelle on voit un tout petit peu, ouais, c'est un mélange des autres parce que, et il est très, très repris, il y a quelque chose qui est évident. D'ailleurs son livre, de 2006, dont on voit ici en haut à droite la couverture en 2007, c'est effectivement The Beautiful Evidence. Heu, c'est intéressant parce qu'il travaille vraiment sur le double sens de cette notion d'évidence, au sens américain. Il y a, quelque chose, qui est presque immédiat, comme, effectivement si c'était une preuve, et puis quelque chose qui fonctionne d'une manière plus, indicielle, et en effet, c'est à partir de ce mélange des 2 choses qu'on arrive à mettre en place un système qui parle immédiatement, même si on a recours à des métaphores, hein, et ça, la métaphore, je vais y venir tout à l'heure. Donc il met vraiment en place des systèmes, qui, sont largement, repris, et du coup, c'est vrai que c'est une forme, extrêmement complexe, de connaissance, et pour faire, là aussi on va dire une étape avec toute cette construction, ça veut dire qu'on sait, mettre des informations, on sait jouer sur la stratification des informations, et que finalement, comme ça devient de plus en plus complexe, on essaye à trouver aussi la manière de représenter le flow. Le flow étant la représentation, un flou, mais pas seulement un flou matériel, ça peut être aussi un flou immatériel. Donc, on essaye d'ajouter des éléments pour trouver la manière de raconter quelque chose qui est en mouvement perpétuel. Et très rapidement, simplement pour faire un exemple, en effet, cela, va donner lieu à des nouveaux concepts, pour représenter effectivement ce flow. On le fait plus facilement avec ce qu'on appelle des patterns, et pour travailler le pattern, pour mettre en place, vraiment la théorie du pattern, ça a été intéressant toute la réflexion qui a été conduite par rapport à la représentation de la nature. Donc le pattern, c'est un modèle spécifique qui représente d'une façon schématique, un comportement individuel ou collectif, qui peut être effectivement celui du végétal. En haut, par exemple, l'image de Ruskin. Donc on permet d'avoir à chaque fois un élément qui est lui représentatif. Quand ces modèles représentatifs rencontrent la théorie des systèmes, là, pour mettre en place, des connaissances qui portent par exemple sur les, les flux, d'énergie, et puis tout ce qui existe, ce qu'on appelle par exemple la thermodynamique urbaine. Un système, complexe, on peut le représenter simplement de cette manière. Donc là, c'est la représentation des frères Odum, et même s'il y a d'autres types de représentations plus effectivement formelles, mais c'est plutôt le modèle du pattern, géométrique, ou qui simplifie la géométrie, c'est le sens de pattern, qui va, effectivement être utilisé dans les représentations, qui deviennent vraiment, tout de suite, parlantes. Et on ajoute une couche à partir du moment où on se dit que pour représenter le flow, les patterns doivent être connectés. C'est, ce que dira, Bateson en 1979 dans, L'écologie de l'esprit, son livre, et par exemple ici, on voit l'image d'un système neuronal, et c'est assez intéressant parce que cette image donc de réseau neuronal, elle va, devenir un nouveau schéma de représentation, comme on le voit ici dans cette représentation, qui est celle
du système des transports de Lisbonne. Et on voit tout de suite, en effet, on est capable, nous, de faire l'aller-retour entre les images. Euh, Par exemple, celle-là, c'est une autre forme qui essaye de utiliser une manière de voir le vivant qui est quelque chose à laquelle on est habitué pour représenter quelque chose d'artificiel. En l'occurrence, le type de développement de la ville, on le voit ramifié, centripète, et puis en bas les systèmes plutôt linéaires. C'est-à-dire il y a vraiment un aller-retour qui se met en place euh, et qui va enfin arriver sur des choses qui sont aujourd'hui de la data visualisation. Donc effectivement, la différence, c'est que aujourd'hui la quantité d'informations, ce que j'ai appelé l'information ou la donnée, a subi une augmentation exponentielle. Et donc, on essaye effectivement de représenter, c'est tout à fait normal, à la fois des informations qui peuvent être de caractère géographique, de caractère scientifique, on peut raconter des choses de caractère démographique, on peut raconter des choses qui ont un caractère politique, donc en mettant en scène des acteurs, et en plus, on peut aussi ajouter des données qui sont d'ordre culturel. Mais pour faire ça, on ne peut plus le faire avec des systèmes effectivement, enfin, on peut le faire avec des systèmes simples, mais c'est vrai que depuis quelques années, on utilise les systèmes du graphisme numérique pour essayer d'avoir des représentations qui sont vraiment de plus en plus lisibles. Donc, la data visualisation est une forme particulière de représentation du territoire qui peut être définie ainsi. La data visualisation, donc c'est la définition que donnent les graphistes, sert à représenter rapidement les données et à les rendre lisibles. Elle permet d'analyser et de faciliter la compréhension des données en les retranscrivant efficacement sous forme visuelle. Donc vous voyez, il s'agit vraiment d'une traduction de ces données. On décide quel est le type de récit qu'on veut donner, parce que vous avez sans doute déjà vu des bases de données, quand on fait les open data, on accède aux bases. En effet, il y a plein de données, mais en réalité, il n'y a pas le récit, il n'y a pas le fil qui permet de les lire. Et donc, quelque part, l'enjeu est effectivement de choisir un fil et ensuite, à travers les données qui est haut, de avoir quelque part l'histoire. Ensuite, en plus, se donner de plus en plus l'objectif de faire quelque chose qu'on comprend immédiatement, donc partager l'image, et puis graphiquement trouver des systèmes de représentation. Donc, quelque part, il y a une différence entre les data visualisation, on va en voir, et ce qu'on appelle les nouveaux usages de l'image, qui sont des choses effectivement plus simples et qui quelque part réduisent l'information, mais qui sont beaucoup utilisées, notamment dans les journaux. Et puis finalement, c'est formidablement positif parce que ça permet de comprendre immédiatement. Alors, en ce qui concerne donc la data visualisation, encore avant de voir quelques exemples, peut-être quelques mots sur qu'est-ce que c'est et la vraie différence. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des formes différentes pour saisir ces images. Avec les data visualisation, on construit, comme je disais, un récit et ensuite on essaye de comprendre par métaphore, c'est-à-dire il faut quelque part proposer des dessins qui soient chargés d'intention, c'est-à-dire on sait que on donne à voir ce que l'on veut montrer quelque part. Et du coup, on est devant quelque chose qui met en place à la fois comment dire, des formes sémiotiques et scientifiques, mais on va essayer de transmettre ces connaissances sémiotiques et scientifiques grâce à la couleur, à la forme,
au motif, à l'émotion. Et effectivement, la métaphore visuelle, qui est un terme extrêmement vaste, peut permettre de transmettre ces informations. Alors, certains graphistes utilisent un mot bon, un peu fourre-tout. Ils disent qu'il faut pratiquer une forme de simplexité. Et effectivement, voilà. En effet, ce qu'ils veulent dire en utilisant ce mot, c'est qu'il faut toujours marier des choses plutôt simples avec des choses complexes. On l'a vu, il y a toute une série de formes qui se sont mises en place avec le temps, les sphères, les lignes qui dessinent des réseaux, des blocs, on les avait vus, et des choses plus complexes qui sont des formes de paysages comme ceux par exemple issus des théories des systèmes. Donc ça, ce sont plutôt les éléments qui permettent de se repérer. Et puis les modalités de connaissance sont fondées sur deux systèmes qui fonctionnent. D'une part, le système empathique, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est ce qui permet de faire comprendre par l'indice. Et puis l'analogie qui est plutôt quelque chose qui permet de faire comprendre par la ressemblance. Cette image ressemble à quelque chose d'autre. Voilà. Et du coup, on a des cartes, par exemple. Et puis, bon, on peut jouer aussi d'une manière un peu ironique sur l'ambiguïté de certaines cartes. Donc d'habitude, les cartes, on les utilise surtout pour représenter effectivement souvent des conflits, des schémas d'acteurs, des schémas de pouvoir aussi. Ici, il y en a de différentes sortes. Donc celle-là, par exemple, représente plutôt les actions de philanthropie. Là, vous avez un système qui met en place effectivement les possibilités d'usage innovantes de l'énergie, donc avec la forme, la sphère. Là, vous avez un système qui utilise ce que je disais, les blocs. C'est Sibu Raishi qui l'a réalisé, c'est un graphiste. Et il s'agit de la croissance et de la mort des nations, donc qu'il représente sur un schéma temporel. Là, on est sur des métaphores visuelles qui sont assez longues. Et vous voyez derrière le double hélice qui renvoie donc à une histoire longue de l'humanité. Et puis avec les blocs, il a construit les différentes nations et puis voilà leur époque de croissance ou décroissance ou à disparition. Toujours avec les blocs, là ce sont les graphistes de Catalogue Tree, mettent en place, représentent dans la planification de New York les priorités. Donc on voit en bas un schéma indiciel et puis ici avec les blocs qui par ailleurs renvoient à la ville de New York avec effectivement ces édifices, permettent tout de suite de voir quels sont les postes plus ou moins dotés pour le développement de la ville. Bon, cela elle est plus drôle hein, parce que en effet ce sont les valeurs des architectes par rapport à c'est la relation entre leur célébrité dans les médias et puis effectivement ce qu'ils ont construit. Alors sur les systèmes linéaires, ça permet vraiment de mettre bien en scène plutôt des processus dynamiques et donc on voit les systèmes linéaires qui sont réunis avec des systèmes presque de faisceaux. Et on le voit encore mieux dans ce système qui est sur la disparition des races animales, là où on voit effectivement donc par la couleur et puis la convergence, on devine immédiatement le fait qu'il s'agit de quelque chose qui devient de plus en plus grave. Donc il y a vraiment des formes euh, alors oui, des choses un peu plus sympathiques, c'est la comparaison, le parallèle entre différentes formes de mise en scène de ces graphiques. Donc pour l'écriture d'un livre,
effectivement, vous avez en haut tout ce qui est un tout petit peu on va dire les relations, les échanges, les mails. Ensuite, l'état émotionnel qui est représenté avec les blocs. Et puis les relations, et puis le registre du doute représenté avec des formes linéaires ou des cercles, et puis plutôt les événements sur une forme chronologique. Parfois, la représentation permet aussi de visualiser des choses auxquelles on ne sait pas encore donner une forme. Par exemple, tout le monde parle de l'empreinte carbone, on imagine ce que c'est parce que voilà, on a pris l'habitude. Et puis effectivement, il y a eu un gros travail qui était fait par les graphistes au début pour donner à voir l'empreinte carbone. Et là, c'est la même chose, mais qui est faite par rapport à l'eau. Et donc on voit quelque part l'empreinte d'eau de chaque nation et donc ce que effectivement les nations consomment. Et de l'autre manière, l'eau virtuelle qui peut être représentée. Alors là, c'est un système qui rappelle plutôt, par exemple, les isotopes. Donc, on a des unités de valeur et puis on les met et on voit chaque élément, objet ou animal, quel est son poids ou non. Et puis, vraiment, pour finir, des cartes plus imagées qui permettent de mettre en place, alors sur les cartes dites émotionnelles, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Là, c'est le travail de Christian Nold qui choisit de représenter à la main. Donc, je tenais à mettre ça parce que même si les données sont issues de capteurs, donc avec un système numérique qui est retranscrit et puis on les trie avec des algorithmes, mais la représentation, elle est faite avec un système graphique assez émotionnel, effectivement, qui permet une association vraiment empathique par rapport à cette carte. Là, juste une image, c'est pareil, ça attire tout de suite l'œil parce qu'on voit effectivement la construction et puis on glisse en bas, donc c'est la construction d'une œuvre d'art du Gorondinen et avec le même code graphique en bas, la ligne là tout en bas, ce sont les effets sur le quartier, notamment en matière de gentrification. Et représenté de la même manière, ça permet, dès qu'on lit la petite légende à droite, tout de suite de voir quelque part l'impact de la gentrification que le fait de poser une œuvre d'art va générer sur un territoire. Là, c'est autre chose, c'est peut-être plus analogique, comme on parle souvent, on utilise comme référence le terrain de football. Pour parler de la déforestation, le graphiste Xavier Barbade, il la représente. Donc effectivement, ça, ce sont des formes analogiques. Et du coup, de voir sur une représentation de paysage tous ces trous représentés effectivement par des terrains de football permet de comprendre quelque part l'importance de la déforestation en cours. Et puis, une image qui est abstraite, donc qui emprunte différents codes parce qu'il y a effectivement les points, les lignes, les sphères. Ça donne lieu à quelque chose vraiment de volumique. Et ce sont donc les traces des personnes qui se déplacent dans les New Towns. C'est en Hollande. Ce sont des graphistes de Lust et c'est plutôt intéressant parce qu'en effet, ça permet aussi de raconter une histoire urbaine, comme quoi les personnes qui sont dans les New Towns sont obligées de faire des déplacements pour travailler parce qu'effectivement ce sont des villes assez monofonctionnelles et du coup ça permet tout de suite quelque part de voir la densité des relations qui sont nécessaires et que même si elles s'imaginent ces villes d'être assez
autonome et de pouvoir tout offrir, en réalité, ce n'est pas le cas. Donc voilà, des données comme ça permettent aussi de voir immédiatement, des choses effectivement, auxquelles on ne pense pas. Et je termine, pour dire que donc, il faut à la fois avoir une forme de rigueur, et en même temps, essayer de trouver ses propres modes de représentation, et que, de toute manière, c'est ça, qui permet, d'être à la fois, rigoureux et puis aussi de réussir. Et ça effectivement, bon, il y a différents graphistes. Là, je termine avec cette image, des graphistes de 1 kg, qui, comparent effectivement, les formes d'économie, actuelles avec celles de l'avenir et les relations et le poids qu'elles peuvent avoir. Et donc on voit effectivement le registre plutôt sur la droite, là, du durable, là, les économies plus anciennes, et quelque part les 2 images disent la même chose en haut et en bas, et les les 2 quelque part racontent, l'évolution avec des codes graphiques extrêmement différents, et c'est certainement, ce qu'il, on va dire ce qui se fait et ce qui va se faire de plus en plus pour donner à voir, des, data visualisation. Donc toujours dans ce double registre, science et en même temps quelque chose qui permet effectivement, d'attirer, l'œil. Voilà.